Bonjour Jacques Lecacheux. Bonjour Sylvain Kahn. Jacques Lecacheux, vous êtes économiste, professeur à l'Université de Pau et à Sciences Po, chercheur à l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, et vous êtes spécialiste des questions économiques européennes. Alors, nous sommes aujourd'hui en juin 2016 et tout le monde se souvient qu'il y a près d'un an maintenant, en juillet 2015, l'Union européenne a imposé à la Grèce un troisième plan d'aide. Ce plan a été très controversé, il l'est encore aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, vous vous souvenez que, évidemment, la crise grecque a commencé en 2010 avec des attaques spéculatives sur la dette grecque, qu'il y a eu déjà 2 précédents plans d'aide qui ont été consentis par l'Union européenne pour mettre un terme à cette crise de la dette publique grecque, que tout ça représente déjà plus de 200 milliards d'euros. Et de prêts, pas de dons. De prêts, oui, absolument. Mais il y a eu aussi un effacement partiel de la dette publique détenue par les institutions privées. Donc il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis 2010 pour essayer de rendre plus soutenable cette dette publique grecque. Or, il se trouve que en 2015, alors vous vous souvenez qu'il y a eu des élections générales en Grèce à la fin de 2014, un nouveau gouvernement est arrivé début 2015 avec une position franchement anti-austérité. Le gouvernement dirigé par Alexis Tsipras. Tsipras, absolument, avec à la tête du parti Syriza. Voilà, avec son fameux ministre des Finances d'alors, Varoufakis, qui était lui de façon très militante, hostile à la démarche adoptée par l'Union européenne depuis le début de la crise. Démarche donc consistant à accorder des prêts en échange. Voilà, en échange de politiques qu'on appelle des politiques d'austérité, c'est-à-dire des politiques de réduction massive des dépenses publiques et d'augmentation massive des prélèvements obligatoires, impôts, taxes, etc., pour essayer de réduire le déficit budgétaire et de mieux contrôler la trajectoire de la dette publique. Donc c'est dans ce contexte-là qu'au printemps 2015, il est apparu assez clairement que ce qu'on avait fait jusqu'alors était insuffisant pour ramener, disons, cette dette sur une trajectoire raisonnable. Hein. On atteignait déjà à cette époque 170% du PIB pour la dette publique grecque, alors même qu'au début de la crise, on était plutôt à 150%. Donc non seulement elle n'avait pas baissé, mais elle continuait de s'accroître. Et du coup, la question qui se posait, c'était évidemment la question de que faire face à ça. Et en gros, il y avait 2 positions en présence. D'un côté, si vous voulez, pour schématiser un peu, les tenants de ceux qui militaient pour une réduction massive de la dette grecque sous une forme ou sous une autre pour alléger le fardeau. Et puis les tenants on va dire, d'une politique de poursuite de la logique de l'austérité, qui était donc essentiellement l'Allemagne, mais aussi dans une certaine mesure d'autres pays européens, parce qu'on parle souvent de l'Allemagne, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement finlandais, les Pays-Bas, etc., un certain nombre de pays, l'Autriche aussi, sont très clairement dans ce camp-là, c'est-à-dire le camp dont on pourrait appeler des durs, de ceux qui pensent que, après tout, si on a fauté, il faut payer et il faut faire des efforts pour réparer les dommages qu'on s'est causés à soi-même. Et qu'il ne faut pas compter sur autrui pour le faire à sa place. Donc, c'est dans cette situation-là que, au début de l'été, donc, on a eu un nouvel épisode à la fois de tension entre le gouvernement grec et les autorités de la zone euro, et puis comme vous savez, un référendum, etc. Une succession d'événements politiques assez troublants vu de l'extérieur, puisque, par exemple, Tsipras a soumis à référendum une position qui était plutôt hostile à la négociation d'un nouveau plan d'austérité avec l'Europe, et que quelques jours plus tard, il a accepté, après avoir gagné son référendum, de négocier malgré tout ce qui s'est révélé être un plan d'austérité aussi. Alors, c'est dans ces conditions-là, effectivement, qu'il est difficile de porter un jugement là-dessus, parce qu'à nouveau, on s'est arrêté, au fond, au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a
imposer de nouvelles mesures d'austérité et en même temps, on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire sur la dette publique. Aujourd'hui, je crois que le FMI très clairement milite en faveur d'une réduction massive ou un allègement massif ou rééchelonnement, ou peu importe, enfin quelque chose qui dessert la contrainte financière sur le gouvernement grec de façon significative, alors que le gouvernement allemand est encore assez réticent. Mais il semble depuis quelques jours quand même qu'on se dirige plutôt vers un compromis acceptable sur cette question. Mais compromis néanmoins, puisque là vous faites référence au Conseil des ministres de Finances de la zone euro qui s'est tenu au mois de mai, compromis qui déboucherait sur le fait qu'on accepte d'évoquer une possible remise de dette, mais pas avant 2017. Oui, c'est très très long. C'est très très long, mais je pense que déjà c'est le signe que les positions se rapprochent. C'est-à-dire que, au fond, je pense que le gouvernement allemand a quand même été mis un peu face à ces contradictions, puisque d'un côté, le gouvernement allemand est celui qui exige que le FMI soit dans le pool des créanciers qui soutiennent le gouvernement grec, et en même temps refuse d'accéder à la demande du FMI. Le FMI dit de toute façon on ne pourra pas résoudre le problème grec si on n'accepte pas d'alléger la dette grecque. Donc là, l'Allemagne, je pense, a fait un pas dans la bonne direction, mais c'est très très long, oui, c'est très long. Je crois quand même que ce plan, pour revenir au plan qui a été décidé en juillet-août 2015, que ce plan est quand même différent des précédents, c'est-à-dire qu'il est moins drastique en termes d'austérité, il est plus intelligent en termes de réformes structurelles, et donc moi je suis quand même relativement plus optimiste sur les chances de ce plan d'aboutir à un certain redressement des finances publiques grecques, même s'il y a encore beaucoup de travail, bien sûr, mais j'ai vu avec satisfaction quand même que le gouvernement de Tsipras a réussi à faire voter par son Parlement pratiquement toutes les réformes qui étaient souhaitées. Donc ça veut dire que quand même, il est capable de tenir cette majorité, qui est pourtant une majorité extrêmement fragile, hein, puisqu'il doit avoir, je sais pas, 2 sièges de majorité actuellement. Donc ça veut dire que ce gouvernement est sérieux quand même, je pense. Oui, mais alors, vous dites cela, Jacques Lecacheux, mais du coup, que répondez-vous à certains de vos collègues? Bon, vous avez cité Varoufakis, qui est économiste, qui a été brièvement ministre, qui est redevenu économiste, puis qui a lancé un mouvement politique, ou je pense par exemple à Galbraith Junior, qui, et puis d'autres, on pourrait penser aux économistes qui ont signé le manifeste des économistes atterrés, par exemple. Donc, que répondez-vous à ceux de vos collègues qui vont quasiment jusqu'à parler soit de mise sous tutelle, soit de colonisation de la Grèce par le reste de l'Europe? Alors oui, mais je pense que, si vous voulez, la Grèce souffre depuis le début du 19e siècle, hein, depuis son indépendance. 1830. 1830, c'est ça, avec l'aide de la France, de l'Angleterre et de la Russie, d'ailleurs, souffre d'un problème sérieux à la fois de légitimité de l'État, de qualité de l'administration, de clientélisme dans l'administration, etc. Enfin, des problèmes structurels qui sont vraiment... c'est quasiment un État failli, à vous entendre. Oui, enfin, c'est lié à son histoire, je pense. La Grèce était une province de l'Empire ottoman. La guerre d'indépendance grecque, les Grecs pensent que ce sont eux qui l'ont gagnée, mais en fait, sans la France et l'Angleterre et la Russie, jamais la Grèce n'aurait pu devenir indépendante. Et la Grèce n'a jamais réussi à se doter d'un État et d'une administration efficace, non corrompu, etc., etc. Il n'y a toujours pas de cadastre en Grèce. Enfin, je veux dire, il y a des archaïsmes dans le mode d'administration de la Grèce qui sont absolument effarants vu de l'Europe. Et je pense que l'Europe est en partie responsable du fait que ça ait duré si longtemps, et notamment quand on a fait rentrer la Grèce dans la communauté européenne en 1981, on n'a pas fait ce qu'on a fait pour les pays de l'Est en 2004 et 2007, c'est-à-dire de les aider avant à mettre au niveau
leur système juridique, leur administration, etc. etc. Entre 2000 et 2004, on a fait ça pour les nouveaux membres qui ont adhéré. On y a mis beaucoup d'argent. On a fait de l'assistance technique massivement. Alors, il s'agissait de pays anciennement communistes, donc tout était à reconstruire, etc. Mais on l'a fait. Et on n'a jamais fait pour la Grèce. Et donc, la Grèce se retrouve aujourd'hui dans la situation où elle était pratiquement il y a un siècle, avec presque un État failli, enfin quelque chose comme ça en tout cas. Et donc, il faut bien prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire, il y a un moment, même pour leur bien, où il faut les forcer à faire des réformes qui sinon ne se font pas, quoi. Et moi, ça ne me choque pas, même si sur certains points, évidemment, ça peut paraître un peu néocolonial d'imposer tel ou tel type de réforme, mais en même temps, je veux dire, nous sommes tous membres d'une même union. Cette union a un certain nombre de standards en termes que ce soit de qualité d'administration, de qualité des systèmes juridiques, etc., etc. Ces standards, nous les avons imposés aux nouveaux membres à mesure qu'ils sont rentrés. On ne l'a jamais vraiment fait pour la Grèce, il est temps de le faire. Donc de ce point de vue-là, moi, ça ne me choque pas. Alors après, là où je dirais que ce plan est meilleur que les précédents, c'est que malgré tout, il y a aussi, d'abord, il y a moins de réduction des dépenses publiques que dans les précédents, mais en plus, il y a aussi quand même tout un volet qui, j'espère, va se concrétiser, de financement d'investissement, de réinjection d'argent européen dans l'économie grecque, qui devrait éviter le caractère extrêmement récessif des précédents plans d'ajustement. C'est ça, parce qu'en attendant, les Grecs souffrent, la pauvreté a fait des progrès gigantesques, les inégalités se sont creusées, le Pirée est privatisé, il est vendu à des investisseurs chinois. Donc, disons, quand on n'est pas économiste, ça paraît difficile à accepter, quoi, tout ça. Oui, c'est très difficile et en même temps, je pense que ce qu'on observe aujourd'hui, je vais être un peu dur pour les gouvernements qui ont précédé celui de Tsipras, mais c'est quand même le résultat de politiques qui ont été franchement déséquilibrées. Dans les plans d'austérité précédents, et c'est pas tout à fait par hasard que Tsipras a gagné l'élection en décembre 2014, je veux dire, les gouvernements précédents ont quand même réservé une grande partie, ont ciblé une grande partie des mesures de manière à préserver certaines catégories de la population qui finalement ont peu souffert. Et donc la misère, etc., elle est aussi un peu le fruit de ce mauvais ciblage des plans d'austérité antérieurs. Et ça, bon, je pense que on peut mettre au crédit du gouvernement Tsipras d'avoir essayé de redresser la barre, d'avoir essayé de préserver au moins certains minima sociaux, etc., d'avoir mis en œuvre, voté récemment, une réforme des retraites qui est, me semble-t-il, quand même relativement juste en ce qu'elle préserve les petites retraites, elle ampute davantage celles qui sont plus généreuses, etc. Donc, moi, je mets quand même ça au crédit de l'actuel gouvernement et j'attends de voir quelles vont être évidemment les conséquences, mais je pense qu'elles vont être moins défavorables, voire plus favorables que celles des précédents plans. À vous entendre, Jacques Lecacheux, on a le sentiment en tous les cas que la Grèce est vraiment un cas particulier et qu'on ne peut pas considérer que la politique grecque de l'Union européenne, qui est l'un de ses membres, la Grèce, est représentative finalement des autres plans d'aide, comme on dit, qui ont été mis en place. Je pense évidemment à l'Irlande, au Portugal, à l'Espagne, notamment dans le cadre de ce nouveau mécanisme européen de stabilité. Ouais. On peut dire ça ou Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a à l'échelon européen, qu'il s'agisse de la Commission européenne ou qu'il s'agisse d'une majorité des membres de l'Eurogroupe, par exemple, hein, notamment le gouvernement allemand, mais aussi, comme je le disais, le gouvernement finlandais, le gouvernement néerlandais, voilà, un certain nombre. Il y a une certaine idéologie, il y a une certaine, ce qu'on appelle les réformes structurelles, au fond. Cette idée qu'il faut faire un certain nombre de réformes pour assouplir les marchés du travail, pour réduire le coût de la protection sociale, qu'il vaut mieux réduire les dépenses publiques que d'augmenter les impôts si on veut réduire les déficits budgétaires, etc. Ça existe, et ça, c'est bien la doctrine européenne. Ça
n'est pas propre au cas grec, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, qu'on retrouve encore dans les recommandations que la Commission européenne a faites au gouvernement français la semaine dernière dans le cadre du semestre européen. En juin 2016. Donc. Voilà, en juin 2016. Donc on retrouve tout ça, et ça c'est indéniable. C'est-à-dire, il y a bien ce biais-là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en plus, dans le cas de la Grèce, une spécificité qui est liée, je vous dis, quand vous regardez le taux de prélèvement obligatoire, quand vous regardez les recettes fiscales, quand vous regardez les inégalités dans ou la fonction publique grecque, etc., il y a quand même quelques particularités grecques qui sont très frappantes. Merci beaucoup Jacques Lecacheux. Merci.